À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis contente de vous retrouver pour ce 8e épisode. Ici Camille Desrochers et je serai avec vous pour la prochaine heure, accompagnée de mon invité. Vous pouvez retrouver le balado sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que YouTube en format audio. Pour rester à l'affût des nouvelles, vous pouvez également suivre les pages Instagram et Facebook d'À l'écoute de la petite enfance. Aujourd'hui, en studio, nous recevons une professionnelle de la santé. Mais tout d'abord, je vais faire un petit aparté. Le week-end dernier, j'ai participé en tant qu'exposante au colloque annuel de l'ADIM Mauricie, où les responsables en milieu familial accrédités par l'un des 7 bureaux coordonnateurs de la Mauricie étaient invités. J'avais un panier cadeau d'une valeur de plus de 60 $ avec des produits de la savonnerie artisanale Jadis et des produits à l'effigie du podcast. Et comme promis, aujourd'hui en ondes, je dévoile la responsable en milieu familial gagnante du prix. Le tirage a eu lieu à ma maison, comme c'était... en fait, c'est tout qu'un défi d'ouvrir la boîte. J'avais mis ça dans une espèce de banque et j'ai dû utiliser des outils pour finalement accéder au coupon de tirage. Donc, j'ai procédé au tirage à ma maison. Et la gagnante est Madame Patricia Grenier. Donc, félicitations, Patricia. Je vais entrer en contact avec toi cette semaine pour que je puisse te faire parvenir le prix. Et merci pour ton bon travail auprès des cocos. Ceci étant dit, je reçois aujourd'hui Karianne Fournier, physiothérapeute en pédiatrie, pour nous parler du développement moteur des enfants de 0 à 5 ans. Ce sera un épisode fort enrichissant. Donc, bienvenue Karianne dans le studio du CIFU 89.1 FM. J'espère que tu vas bien. Ben oui, merci Camille. Merci de m'accueillir. Très contente d'être là. Mais le plaisir est assurément partagé. Donc, je vais t'inviter à te présenter pour débuter. Oui, donc je m'appelle Karianne Fournier, physiothérapeute, comme Camille mentionnait. Je suis une physiothérapeute qui travaille vraiment en milieu pédiatrique, donc en fait avec une clientèle pédiatrique. C'est vraiment une clientèle qui m'a toujours interpellée, qui a allumé vite ma passion dès l'université. Donc, j'ai gradué en 2018 à l'Université de Sherbrooke et depuis, j'ai poursuivi mes formations, j'ai poursuivi la pratique auprès de cette clientèle-là. Et à ce jour, je travaille principalement avec la clientèle pédiatrique à la clinique Maria-Bergeron Physiothérapie située à Trois-Rivières. Donc, ça fait un petit peu état de mon parcours professionnel jusqu'ici. Bien, c'est un très beau parcours et tu as une expertise vraiment marquée justement avec la clientèle pédiatrique. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est génial de te recevoir pour parler du développement moteur de nos tout-petits. Puis avant de s'aventurer dans le sujet, je tiens à faire une petite mise en garde qui va de soi, je pense. Je veux pas que personne parte en peur avec le développement de leur enfant à la suite de l'écoute de l'épisode. Karianne va vraiment nous exposer le développement normal. Puis le normal ici est vraiment mis entre guillemets, puis ses nuances. Puis en cas de doute, la meilleure chose à faire, ça va vraiment d'en faire part à un professionnel comme Karianne et son équipe en physiothérapie. Puis les physios sont d'ailleurs les spécialistes du développement de la motricité globale. Donc, à la suite de ce bref avertissement, est-ce que justement... Qui était bien de gueux, en fait, parce qu'effectivement, j'aurais dit la même chose. Donc, c'est parfait. Bien, justement, est-ce que tu peux nous exposer c'est quoi le développement qu'on va dire normal de l'enfant? Oui, fait que quand on parle en fait de développement plus global, là, on va référer à différentes sphères du développement. Donc, il va y avoir entre autres le développement moteur, oui. Mais on va aussi parler du développement langagier, du développement socio-affectif, puis aussi du développement cognitif. Fait que le développement moteur est une de ces sphères-là. Oui. Puis quand on va parler du développement global, dit normal, ou on va souvent dire neurotypique dans la pratique, on fait référence à une séquence qui est attendue, qui est planifiable, si je peux dire. Donc, c'est un peu prédéterminé quelle étape va venir une à la suite de l'autre. Et donc, on peut prévoir qu'est-ce qui s'en vient pour l'enfant. Fait que quand on dit qu'un enfant se développe neurotypiquement, il va suivre ces étapes-là, mais il y a quand même une variabilité qui est normale dans l'âge d'acquisition et qui va dépendre à ce moment-là du rythme de l'enfant. Donc, quand on parle souvent de dire de laisser l'enfant de se développer à son propre rythme, c'est un peu à ça qu'on fait référence. Il va y avoir des variabilités, mais quand même, on peut s'attendre comme professionnel à une séquence connue, puis ça peut aussi orienter les parents pour savoir un peu qu'est-ce qui est attendu et à quel âge environ. Bien, c'est super. Puis dans le fond, fait qu'au final, chaque enfant est unique puis se développe à son rythme. Puis oui, on peut l'aider avec diverses activités, mais il faut surtout respecter son développement à lui. Puis ça, je pense que dans toutes les sphères, dans tous les sujets qu'on aborde au podcast,
c'est toujours ce qui revient dans chaque épisode parce que c'est toujours ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on intervient auprès d'une clientèle de 0 à 5 ans. C'est vraiment des petits êtres en développement. Oui, c'est pas spécifique à un domaine, mais vraiment à tout leur développement, effectivement. Là. Donc, pour poursuivre, là, avant qu'on présente les grandes étapes du développement moteur, est-ce que tu peux nous mettre en lumière plus les sphères, justement, de ce développement-là, en bref? Oui, donc quand on veut vraiment plus spécifiquement au niveau du développement moteur, on va rediviser cette catégorie-là en deux sous-catégories, en fait. Donc, il va y avoir le développement au niveau de la motricité qui est dite globale ou grossière, puis la motricité également, motricité fine, pardon. Donc, au niveau de la motricité qui est globale, on va faire référence dans le fond, aux postures. Tu sais, je peux vous mettre ça un petit peu abrégé, là, mais on va faire référence aux postures, au transfert de position, au déplacement aussi de l'enfant. Donc, si on parle de posture, l'enfant qui apprend à finalement se tenir assis à un certain âge, l'enfant qui va réussir à prendre la position à 4 pattes pour une première fois. Quand on parle au niveau des transferts, on va faire référence à exemple, j'ai appris à rouler, j'ai appris à m'asseoir tout seul, j'ai appris à grimper. Puis pour les déplacements, on va faire référence à se déplacer en rampant à 4 pattes debout la marche. Puis là, plus tard, un petit peu plus âgé, donc la course, toutes les variétés là, de déplacements qui peuvent avoir lieu. Fait que ça fait vraiment état de la motricité qui est dite globale. Oui. Puis dans la motricité fine, on va plus parler, c'est très, très précis, là. Donc, c'est au niveau des muscles de la main, des muscles des doigts, comment l'enfant va apprendre à manipuler, tenir un objet pour en venir à faire des tâches de plus en plus complexes. Donc, être capable d'emboîter, d'encastrer, de dessiner, de découper. On peut penser à toutes ces tâches-là là, en préscolaire. Donc, c'est ça, en physiothérapie, on va surtout intervenir au niveau de la motricité globale. Donc, comme je viens de mentionner, là, ça fait référence à plusieurs choses, mais on sait qu'on va avoir un impact aussi au niveau de la motricité fine, parce qu'un enfant qui a de la difficulté à se tenir assis, par exemple, bien, va certainement avoir un petit peu plus de difficultés ou va rencontrer des défis pour tenir son crayon si déjà la posture de base est difficile à maintenir. Fait que c'est un petit peu ça, le continuum là, d'un à l'autre, comment ils peuvent interagir ensemble. Puis pour faire peut-être du pouce aussi sur ce qu'on a parlé tantôt, avec les autres sphères du développement, tu sais, c'est le fun de savoir aussi, puis ça fait du sens quand on y pense, qu'il y a vraiment une interaction entre toutes ces sphères-là. Ah, oui. Donc, oui, hein, Camille a dit, j'ai un petit garçon à la maison, je vois déjà à quoi ça peut ressembler. Mais, tu sais, en tant que professionnel, on va être formé dans un des domaines plus spécifiques, mais on garde en tête quand même l'évolution globale de l'enfant, parce qu'on sait que ça va interagir avec notre sphère de pratique ou vice-versa. Oui. Fait que, petit exemple, un enfant qui apprend à marcher très tard, bien, va peut-être avoir un petit peu plus de difficultés au niveau de sa sphère socio-affective. C'est difficile pour lui de se rendre à côté de son ami avec qui il va aller jouer, parce que le déplacement n'a pas lieu. Ça peut donner un petit peu un exemple concret de ce qui peut arriver. Puis aussi, en petite enfance, là, on le voit là, vraiment dans le programme éducatif Acquérir la petite enfance. Il y a un des principes, là, un fondement qui dit que justement le développement de l'enfant est un processus global et intégré. Fait que c'est vraiment, là, effectivement, c'est toujours plaisant quand des professionnels qui viennent d'une pratique autre, mais qui est vraiment plus spécifique, gardent ça en tête parce qu'effectivement, que nous, ce qu'on veut faire avec les enfants en milieu de garde, c'est vraiment travailler sur tout ça en même temps, là. Oui, je pense que c'est nécessaire. Puis même au point, au niveau familial, quand on rencontre des familles à la clinique, en fait, l'enfant ne se déplace pas tout seul. Là, quand il a 2 ans, il ne vient pas nous consulter par lui-même. « Bonjour, madame! » Oui, c'est ça. Alors, c'est de prendre en considération le contexte familial. Je pense que vous le faites également, d'intégrer les recommandations, mais dans ce qui fait du sens aux parents aussi. Là. Absolument. Puis, merci, en fait, pour nous avoir mis en lumière là, les aspects, là, les 2 aspects, là, si on résume, il y a vraiment plus la motricité globale et la motricité fine. Et comme tu l'as avancé, là, vous, c'est vraiment plus la motricité globale qui vous touche. Et j'aimerais ça, en fait, que tu nous présentes là, les grandes étapes de développement moteur, comme en évolution dans le temps, de 0 à 5 ans. Oui, donc tu me lances un gros contrat, Camille. Oui, absolument. En ce sens où il s'en passe des choses là, dans ces tranches d'âge-là. Je pense que tu l'as bien mentionné tantôt de faire attention avec ce que je dirais aujourd'hui qui n'est pas état d'un diagnostic ou quoi que ce soit et d'aller peut-être valider avec d'autres sources ou d'autres, de poser les questions là, quand on a des inquiétudes, mais ça peut faire la table pour qu'est-ce qui est typiquement attendu. Oui. Puis, j'aimerais juste amener un petit concept aussi intéressant à s'approprier. Dans le fond, le développement global et développement moteur de l'enfant va se passer, on se dit, dans une séquence attendue. Puis, quand on pense au développement
plus de la motricité globale, il va vraiment y avoir comme des séquences qu'on peut observer chez l'enfant. Puis je vais juste vous les nommer. Vous allez pouvoir, après ça, apprécier, je pense, avec ce que je vous expliquerai par la suite. Parfait. Donc, l'enfant va se développer dans une direction qu'on va dire de la tête vers les pieds, du centre vers les extrémités, puis de quelque chose qui est simple à quelque chose qui devient complexe. Fait que ça fait tout à fait du sens là, quand on y pense. Et c'est ce qui va expliquer qu'au niveau moteur, un enfant va commencer par gagner le contrôle de sa tête avant d'être capable de se tenir debout et de marcher. Donc, ça fait du sens. C'est ça, je pense que ça fait un gros bon sens. Mais c'est le fun de savoir que, tu sais, c'est vraiment c'est expliqué scientifiquement que par la maturation neurologique, l'enfant va avoir ces séquences-là précises, puis on les observe après ça dans notre train-train quotidien là, avec la famille. Donc, il y a ça. Sinon, quand je disais du centre vers les extrémités, donc de proximal à distal, bien, c'est un peu ce que je disais avec la motricité fine tantôt. On va apprendre à s'asseoir avant d'apprendre à tenir notre crayon dans la position assise. Donc, toujours du sens. Puis, bien, avant de gambader, il faudra bien sûr apprendre à se tenir debout, à marcher, à courir, à sauter pour finalement peut-être gambader là, vers le 4-5 ans. Alors, c'est un processus. Puis, j'aime vraiment, vraiment l'apporter, ce processus-là, un peu comme une maison en construction. J'explique souvent ça là, aux parents qui me consultent. Votre enfant, il construit ses fondations en ce moment, surtout dans le 0-1 an, 0-2 ans. Les fondations sont importantes parce qu'ils vont avoir un impact sur les prochaines étapes de la construction aussi. Donc, quand on a des doutes ou qu'on a des inquiétudes, ça peut valoir la peine d'intervenir assez tôt, même si des fois, c'est des choses qui semblent plus légères ou plus banales. Mais il y a souvent des choses qu'on peut aller soutenir, qu'on peut venir... où on peut venir intervenir, puis finalement, on donne un beau cadeau à l'enfant parce que plus tard, ces fondations sont tellement solides que c'est facile d'acquérir les prochaines étapes de la séquence. Là. Tout à fait. Fait que gros préambule, on dirait que... Mais c'est nécessaire, ça allait de soi. Ça met bien la table là, pour le reste qui s'en vient. Génial. Puis j'avais envie, dans le fond, de vous présenter peut-être le développement moteur là, d'une façon un petit peu moins, je veux dire, lourde que de juste vous nommer des choses. Donc, est-ce que tu as un nom d'enfant en tête qu'on pourrait prendre aujourd'hui? Émile. Émile. Parfait. Donc, ça serait l'histoire d'Émile. Allons-y comme ça. Là, ce que je vois dans ma tête, c'est toute ma famille ou les gens qui me connaissent qui sont comme... Mais à qui qu'elle pense? À personne. Je ne connais pas d'enfant Émile. Bien, écoute, spontanément, peut-être un deuxième garçon s'appellera Émile. Peut-être. On va lancer ça au conseil. Donc, Émile, avec un nom de famille inconnu. Dans le fond, ce que je veux apporter avec l'histoire d'Émile, c'est que je vais vous présenter peut-être les 0-18 mois, à quoi ça peut ressembler au niveau du développement moteur grossier, puis on fera peut-être une autre tranche d'âge après là, pour se garder un petit entre-deux. Donc, si je prends Émile qui revient à la maison avec sa maman, donc son papa qui est un nouveau-né, c'est sûr qu'Émile, il va beaucoup dormir, boire et c'est ça, hein, changer des couches. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au niveau moteur, il n'y a pas beaucoup de choses à observer, mais quand même, tu sais, quand on voit en tant que professionnel, on a une panoplie de choses qu'on voit, mais je pense que comme parent ou comme intervenant externe, on peut s'attendre à voir notre enfant, dans le fond, qui va être dans les positions sur le dos, donc dorsal ou sur le ventre. Et un petit rappel, des fois, là, on peut se souvenir d'un nouveau-né qui a les petites fesses en l'air puis le poids du corps qui est dirigé vers la tête. Donc, juste d'espérer qu'il soulève la tête du sol, c'est déjà... un bon accomplissement là, d'y arriver. Alors, c'est ça. On va mettre bébé en ventral, mais c'est difficile. Par contre, l'effet de la gravité fait les choses. Là. Fait que c'est bon de les mettre dans ces positions-là. On va voir un bébé qui va alterner la tête, donc c'est toujours souhaitable là, d'alterner, tourner à gauche, tourner à droite, autant sur le dos ou quand on est soutenu là, par papa-maman, donc des fois il va faire son petit dodo couché à gauche, couché à droite, donc c'est ça grossièrement que je voulais vous apporter dans les nouveau-nés.
Si on prend Émile qui vieillit un petit peu et qui serait rendu à 2 mois, on va commencer à avoir un petit peu plus de redressement, donc sur le ventre, être capable de lever la tête. On peut se donner un petit repère visuel, ceux qui aiment les chiffres, là, peut-être un 45 degrés, là, la tête va se redresser. Donc, Émile est capable là, de redresser la tête. Les fesses sont plus près du sol. Donc là, ça, c'est un peu l'effet de la gravité. Le tonus musculaire puis les articulations se sont détendues versus quand il était dans le ventre de maman où on était en petit fœtus. Puis, écoute, je t'arrêterai là, peut-être pour Émile. Là. Oui. On en parle souvent que c'est important le temps sur le ventre. Oui. Est-ce qu'il y a des recommandations de temps environ là, par jour, justement, pour un petit bébé de 2 mois comme ça? Oui, il y en a effectivement, mais selon les sources, hein, ça reste variable. Oui. Juste un petit bémol. Je suis allée lire récemment là, au niveau de la Société justement canadienne pédiatrique, les recommandations, on disait 2 à 3 fois par jour, 10-15 minutes à la fois. Donc, ça peut nous donner un aperçu. Par contre, je pense que cliniquement, ce que j'observe, c'est que 10-15 minutes, c'est un gros défi. Là. À la fois, là, oui, c'est ça. Fait que j'aime bien mentionner de vraiment favoriser la fréquence et non la durée. Donc, ça va être plus facilitant si on essaie de faire 10 fois dans notre journée un 2 minutes qui donne au final un 20 minutes que d'essayer de faire 2 seules fois des 10 minutes où ce que le bébé devient inconfortable et tolère peu. Là. Ou de l'intégrer comme dans la routine, mettons, au changement de couche ou de l'intégrer là, au quotidien. Là, c'est plus évident, je pense. En tout cas, ben, pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps, moi, ça a été la formule que j'ai adoptée. Oui, puis en fait, c'est un conseil que je donne souvent aux parents, là, donc effectivement. Mais en fait, là, on va arrêter tout de suite. Là. Karianne s'est occupée de mon enfant. Moi, j'ai un petit gars qui a un petit torticolis et il y avait une plagiocéphalie et je suis allée là, à la clinique de physiothérapie Marie-Bergeron et c'est Karianne là, qui a pris en charge mon petit coco. Puis moi, dans le fond, on est arrivé avec 7 semaines et demie. Là. Il n'y avait pas encore son 8 semaines quand on a commencé déjà à faire les exercices parce qu'on voyait déjà que son côté, on en reparlera plus tard de c'est quoi une plagiocéphalie, là, mais il y avait un petit côté de tête là, plat. Oui, c'est ça. Donc, on s'est connus là. Super. Fait que ça répond à ta question pour le ventral. Oui. Super. Si je continue avec le petit Émile qui est rendu à 3 mois. Oui. Donc, c'est sûr qu'à vers cet âge-là, 3-4 mois, on va nommer qu'on veut que l'enfant il travaille en médiane. Donc, ce que ça veut dire en français, c'est une tête qui est au centre, les mains qui rejoignent le centre, donc ils vont être capables de venir se toucher, aller à la bouche, commencer à vouloir toucher à des objets quand je suis sur le dos. Et ça, c'est une étape assez clé. Sinon, une fois sur le ventre, bien là, je me redresse encore plus. Donc, mon 45 degrés se rapproche du 90 degrés. Là, j'ai quasiment la tête à la verticale. Et je peux poursuivre des objets là, plus facilement. Donc, maman, papa qui se promènent ou le chien, le chat dans la maison, mais je vais être tentée de les suivre du regard puis vraiment d'aller des 2 côtés pour voir ce qui se passe. Je continue avec le 4 mois. Donc, à 4 mois, la maman d'Émile pourrait remarquer que, quand je change la couche, je remarque qu'Émile commence à toucher ses genoux. Donc, il y a les abdominaux qui s'activent, les mains qui vont toucher les genoux. À ce niveau-là, Émile pourrait commencer à se rouler un petit peu sur le côté, donc sans rouler complètement sur le ventre, mais esquiver là, des débuts de roulade. Et sur le ventre, il devient encore plus endurant. Là, je pense que ça serait un élément important. Je poursuis avec Émile 5 mois. On pourrait penser à Émile qui commence à tenir ses pieds cette fois-ci. Donc, de plus en plus fort, là. Je vois Camille qui visualise. Moi, je vois mon gars avec son orteil dans la bouche en ce moment. C'est ça. Hein? C'est ce qu'on aime voir, en fait. C'est ce qu'on veut voir. Donc, peut-être pas au niveau hygiénique, mais au niveau de la physiothérapie, ça va. À 6 mois, si je poursuis, dans le fond, ce qu'on veut vraiment que la maman d'Émile remarque, c'est que son enfant roule par lui-même. Donc, il a acquis les roulades autonomes. C'est quand même un gros morceau là, de développement moteur à ces âges-là. Donc, les roulades autonomes, une fois sur le ventre, il y a du plaisir. Il va jouer avec les jouets. Il est capable de les atteindre là, tranquillement. Et il commence à avoir un certain contrôle dans la position assise parce qu'il ne veut pas l'alimentation débute aussi autour de ça. Donc, on veut avoir un certain tonus là, pour que ça se passe bien. 7 mois, ce que j'aime dire, c'est bébé n'aime plus être sur le dos. Donc, un enfant qu'on dépose, qu'on essaie de changer la couche, et c'est difficile parce qu'il veut juste tourner. Ça, c'est un enfant qui se développe bien. On est content de voir ça. Puis encore là, je nomme des âges moyens. Là. C'est pas parce qu'il y a 7 mois pile, c'est pas acquis que c'est grave, mais ça nous donne une tendance.
Aussi, dans ces âges-là, les débuts des déplacements, donc de pivoter sur le ventre, faire l'horloge. On retrouve bébé là, complètement à l'opposé d'où on l'avait déposé et on peut ramper aussi là, dans ces âges-là. Et maintenant, Émile s'est rendu un peu plus vieux, vers le 7-8 mois. Le assis aussi va devenir encore plus stable, assez pour venir finalement débuter la dextérité fine dont on parle depuis le début. Donc, mon tronc est solide, alors j'ai la possibilité de venir explorer qu'est-ce qui se passe avec mes mains plus facilement. Et mes réactions d'équilibre qu'on appelle en physiothérapie là, sont de plus en plus acquises. Fait que ça m'empêche de tomber à tout bout de champ. Et maman, papa sont à l'aise de me laisser là, un peu plus autonome dans cette position-là. Ça va, Camille? Je t'ai pas trop perdue? Ben non, absolument pas. En fait, moi, j'avais une question que... Là, dans le fond, j'ai demandé aux gens s'il y avait des questions pour des professionnels, puis là, ça arrive là-dedans. Il y en a qui disent que le rampage, c'est un précurseur à la marche. D'autres disent que non. Est-ce qu'il y en a qui... que le bébé ne rampera pas nécessairement, il va passer tout de suite aux 4 pattes. Est-ce que, finalement, est-ce que c'est un précurseur? Ça n'est pas un... Oui, mais c'est bon. En fait, tu me prends un peu d'avance, parce que je m'en allais vers ça. Fait que c'est super. On suit. Dans le fond, je pense que au travers de toute profession, il y a tout le temps des plus puristes, des moins puristes aussi. Fait que je pense que le discours pourrait être un petit peu malléable dans ce que je vais dire. Mais, somme toute, la grosse étape qu'on veut pas manquer, c'est le 4 pattes. OK. Le ramper va être précurseur de 4 pattes, mais on voit des enfants qui n'ont pas vraiment rampé puis qui nous font des beaux 4 pattes quand même, qui ont des belles postures dans cette position-là puis qui l'acquièrent en temps et lieu. Donc, c'est pas toujours nécessaire de passer par là. Alors, pour répondre à ta question, moi, de mon côté, c'est pas quelque chose que je veux absolument voir quand je suis un enfant, mais c'est sûr que si on a l'occasion, on voit que l'intérêt est là puis les habiletés, on va aller vers ça certainement. Là. Parfait. Fait que c'est un peu là que je m'en allais dans là, c'est un petit peu plus vague, les âges que je vous donne, mais 8, 9, 10 mois, là, Émile, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans ces âges-là? Clairement, on voit le 4 pattes apparaître. Donc, c'est là qu'il va y avoir une grande exploration de l'environnement. C'est là que les parents peuvent plus laisser les portes ouvertes partout. Donc, vraiment, on devient comme à la chasse de surveiller où est rendu notre petit bout de chou. On sécurise nos portes. Oui, c'est ça. Donc, tout est sécurisé. C'est ça, il explore, il va loin, il va vite. On se tourne la tête une seconde, puis il est rendu plus loin. Fait que ça c'est typique. Aussi, dans le fond, les positions à genoux qu'on peut voir apparaître. Je suis à 4 pattes, je me hisse sur un petit bloc sur le bord de la TV, puis là, je suis à genoux, puis finalement, j'acquiers la position aussi debout. Donc, j'apprends à me lever debout dans ces âges-là. Et j'apprends aussi, bien sûr, à retourner au sol, parce que là, on a peut-être en tête des cocos qui sont debout, puis qui appellent à l'aide. Donc, il y a une certaine séquence ou là qui se laissent tomber sur les fesses. Aussi. Ça, des fois, ça finit avec des petits pleurs, mais bébé apprend en faisant ça, en fait. Donc, c'est vraiment souhaitable de le laisser justement explorer, faire ses essais-erreurs, tout en étant sécuritaire, mais c'est souhaitable que l'enfant essaye, dans le fond, puis ait l'opportunité de le faire. Fait que ça peut ressembler à ça aussi, un début de grimpage, donc un peu enjamber là, certains obstacles s'il y a des coussins, un petit lit au sol, être capable d'embarquer là-dessus. Là. Émile devrait être capable de faire ça autour de ses 9-10 mois. J'achève. Mais non, mais Camille, c'est super pertinent, oui. Super! Ben, tant mieux, là, si c'est quand même agréable. Donc, si je continue, autour du 11-12 mois, là, on a dit qu'Émile était rendu debout pour jouer. Donc, on va pouvoir le voir commencer à demander de prendre la main là, de papa, maman, ma tante, mon oncle, pour à marcher, dans le fond. Fait que c'est pas une étape qui est nécessaire là, de tenir bébé par les mains pour lui montrer à marcher, mais souvent, ça vient un peu d'eux. Là, l'intérêt est là, puis ils cherchent sur quoi s'agripper. Donc, on pourrait voir ça là. Également, c'est sûr, tous les plus jeux trotteurs là, sur lesquels ils peuvent s'appuyer, là, ça peut apparaître à ce moment-là. On va aimer voir un enfant qui joue accroupi, donc un full squat. Donc, squat complet, les petites fesses près du sol, on les voit aller, puis on se dit « Oh, moi, je suis pas sûre que je serais capable de faire ça. » En tout cas, je serais pas bien. C'est ça, hein? Mais pour eux, c'est vraiment une belle façon de travailler l'équilibre des chevilles, de venir développer vraiment une musculature très précise. Donc, on aime les voir faire. Alors, la maman d'Émile qui le voyait faire à 11 mois était très contente aussi. Et on peut penser au précurseur
faire de marche, de se tenir debout sans appui. Donc, Émile joue sur sa petite établie, puis finalement, un marteau, puis une scie dans une main, en plastique, bien sûr. Puis, lâche finalement l'appui. Et là, on voit la petite panique apparaître après 2-3 secondes de « Oh, je me tiens plus! » Mais on explore encore une fois. Donc, ça, c'est une belle étape. En moyenne, les enfants vont acquérir la marche autonome vers 12 mois. Donc, c'est vraiment une moyenne. Pour faire un petit aparté, sûrement que la question va s'en venir sinon, mais dans le fond, on va dire que c'est un développement neurotypique de marcher jusqu'à l'âge de 18 mois. Fait qu'il y a quand même une grosse diversité. Quand même, puis c'est quand même 6 mois. C'est quand même comme le tiers de la vie de l'enfant, là, ça, à ce moment-là. Parce qu'à ces âges-là, c'est très significatif, là, les écarts, si je peux dire. Là. Fait que c'est pour ça qu'on dit que ça évolue très, très vite là, dans le 0-1 an, 0-2 ans. À ce niveau-là, mais ça reste typique et correct là, qu'un enfant prenne son temps, aille à son rythme et marche à 16 mois sans problème. C'est pas rare aussi de voir des enfants qui vont, par exemple, être super verbaux. Là. Fait qu'eux autres, là, ils parlent, ils disent plein de choses, mais le côté moteur, il y a un petit peu plus de... il n'est pas en retard, mais il se développe peut-être un petit peu moins rapide que le côté verbal, mais ça finit par s'équilibrer à mener dans la jeune vie de l'enfant. Là. C'est ça, c'est exactement. Puis je pense que la ligne devient où on se dit, bien là, est-ce que c'est juste une tendance à ou je tombe justement dans un aspect plus de retard moteur? Et c'est là que la ligne, les parents, des fois, savent plus vers où aller, mais je pense qu'on va en reparler tantôt un petit peu, là. Fait que, bref, cette ligne-là, effectivement, il faut la garder en tête aussi, là, dans ces petits cas-là. Absolument. Sinon, ce qui peut être intéressant chez Émile, 12 mois, c'est qu'il commence à faire un petit peu plus de reculons. Ce que je veux dire par là, c'est que je grimpe sur mon petit lit au sol ou pas très haut, mais maintenant, je suis rendue capable de redescendre de reculons à 4 pattes, donc c'est sécuritaire. Et ce qui est intéressant de cette étape-là, c'est que c'est une des premières fois où l'enfant, au niveau sensoriel, au niveau proprioceptif, va aller dans une direction où il n'y a aucun repère visuel. Donc, je mets mon pied dans le vide et je ne sais pas où mon corps s'en va. Ça a l'air bien banal pour nous, les adultes, mais pour l'enfant, c'est le début d'une autre épopée. Là. C'est ça. Donc, exact. Voilà ce qui pourrait apparaître dans ces âges-là. Si je continue à 14-16 mois, monter les escaliers à 4 pattes, donc on ouvre la barrière, il monte tout seul dans sa chambre à 4 pattes, sous surveillance, parce que des fois, il y a des petites embûches quand même. Ça glisse, un petit visage trop proche de la marche. Oui, c'est ça. Toujours sous sécurité, mais je pense qu'avec mon discours, vous comprenez que j'encourage vraiment les intervenants, les parents à laisser justement les enfants explorer, puis on est là pour créer des environnements sécuritaires, mais pas pour leur transmettre, nos craintes ou nos peurs, qu'il y ait une chute. Non, ça va dans la gestion aussi du risque là, acceptable. T'sais, c'est pas un danger pour l'enfant de monter l'escalier, c'est un risque qu'il prend, mais qu'il peut entreprendre en ayant vous proche, là, sans que vous soyez là, en train de le supporter nécessairement. Là. Exactement. Puis si je conclue avec notre Émile, 18 mois. Okay. Donc, Émile, 18 mois, on a dit qu'il marche déjà depuis quelques mois dans son cas. Ouais. Alors, on est rendu peut-être à une marche qui est un petit peu plus mature, qu'on va dire. Donc, il est capable de marcher sur des sols qui sont inégaux, aller au parc, puis il y a du sable sans trop tomber, marcher sur le gazon aussi. Essayer une marche qui est rapide. Donc, là, c'est le moment où on se dit « Oh, il court pas, mais ça s'en vient, là! » Il marche bien vite. Ça. Fait qu'on se rappelle, pour courir, il faut qu'il y ait un pied dans les airs, un autre au sol. Fait qu'avant d'arriver là, c'est ça, on fait des tentatives. On va aussi voir Émile se déplacer peut-être avec des jouets qui roulent, là, une voiturette, commencer à se pousser un petit peu, comprendre le principe de ces objets-là, s'initier au jeu de ballon, donc sans nécessairement avoir des performances. En fait, on ne s'attend pas à une performance, on s'attend à une participation. C'est ça. Merci Camille de me donner les mots que je cherchais. Ça me fait plaisir. Puis mon dernier point, ça serait peut-être de voir Émile, dans le fond, qui commence à utiliser les escaliers debout à ce moment-là. Donc, encore une petite étape de plus là, qui témoigne de son développement neurotypique et de l'évolution séquentielle, comme on parle, attendue là, depuis le début. Fait que ça closerait peut-être... Le 0-18 mois. C'est ça. Oh, mais Émile, il a bien évolué. On l'a suivi en vitesse grand V dans son développement. Mais il a atteint là, toutes les étapes à avoir jusqu'à la marche rapide. C'est ça, exactement. Il est rendu là, le grand Émile. Puis, est-ce qu'on a Clara qui se développe à partir de 18 mois?
Parfait. Donc, Clara, voilà. J'en cherchais un autre nom, on l'a. Donc, encore une fois, je vous passe peut-être plus rapidement dans le sens où ça va très vite. Il y a beaucoup de subtilités dans le 0-18 mois. Hein. J'ai parlé d'1 million de choses, mais il y a encore plus de détails que ça. Tu sais, je veux dire, ça peut être à l'infini. C'est abondant, les informations qu'on peut recueillir. Donc, ils sont un petit peu plus clairs dans les moments où on les attend, si je peux dire. Oui. On l'a dit tantôt, tu sais, un mois dans la vie d'un enfant de 6 mois, par exemple, mais c'est un bon beaucoup. ratio, là. Tandis qu'un enfant qui a 2 ans ou 2 ans et 3 mois, c'est un petit peu moins clair, là. Oui, absolument. C'est plus c'est ça, diffus. Donc, au niveau même des choses attendues, tu sais, ça va varier selon les sources, là. Fait que je vais vous en faire état, mais moins dans le détail de chaque mois, là, comme je viens de faire. Alors, si on y va avec Clara, qu'on disait, qui est rendue cette fois-ci peut-être à 21 mois, on va prendre le point de vue là, de peut-être une éducatrice en milieu de garde qui observerait Clara jouer dans le milieu de garde. Donc, l'éducatrice pourrait voir que Clara commence à courir là, cette fois-ci. Donc, la marche rapide de laisser place à une course là, plus franche. Elle monte effectivement maintenant les escaliers debout avec un appui. Donc, c'est facilitant pour le groupe tous les petits moussaillons là, qui montent les escaliers par eux-mêmes en se tenant à la rampe. Et l'initiation au ballon est devenue plus franche. Donc là, je peux jouer là, sans nécessairement diriger franchement, mais être engagée dans ce jeu-là, dans le fond. Clara est rendue à 24 mois. Ce que son éducatrice remarque, c'est une course qui est encore plus fluide. Elle va s'arrêter sans tomber. Elle va être capable de changer de direction aussi là, lors des jeux. Elle va aussi être capable de monter, descendre quelques marches là, sans appui. Donc, on ne parle pas d'un escalier complet, mais peut-être plus les 2-3 marches du patio ou 2-3 marches extérieures là, capable de monter. L'initiation au saut est une grosse bouchée aux 2 ans. Donc, on devrait voir l'enfant commencer à décoller les pieds du sol. On ne s'attend pas à des sauts spectaculaires en hauteur, en longueur, tout ça, mais avoir la propulsion nécessaire pour décoller. Et puis, souvent, à l'atterrissage, on va avoir un pied devant l'autre. Là. Donc, ça, c'est tout à fait correct. Juste une petite aparté. Oui, je vous invite, si vous êtes en milieu de garde ou si vous avez un enfant de cet âge-là, de lui demander de sauter. Puis on s'attend, on dirait, je pense, à cet âge-là, qu'on s'attend que l'enfant soit en mesure de sauter un peu, mais le saut de l'enfant à cet âge-là est magnifique. Je vous invite vraiment à tester à la maison. Si vous avez un petit modèle pour faire ça, c'est du bonbon à regarder. Puis, tu vois, là, il se penche jusqu'au sol pour remonter ses fesses pour essayer d'être en propulsion. Puis, je pense que ça lève de... On peut passer à peine une feuille de papier, je pense, là, entre ses sous ses 2 pieds lorsqu'il saute. Là. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime les faire pratiquer, en fait. Là. Puis, mais c'est tout mignon à regarder. T'as tellement raison, parce que c'est ça, tu sais, c'est de l'initiation à j'essaye, puis là, ils réussissent, ils sont fiers d'eux. Vraiment. C'est une belle étape, là. Absolument. J'adore. Donc, Clara, à 24 mois, qui décolle maintenant les pieds du sol et fait ça devant son éducatrice qui sourit. Oui, assurément. Elle peut aussi commencer à utiliser plus qu'est-ce qu'on va parler de tricycle. Donc, un mieux dirigé. On parle pas nécessairement encore là de pédaler, d'être en équilibre, tout ça, mais sur un tricycle, il y a beaucoup les vélos d'équilibre aussi là, qui sont bien à la mode puis qui amènent quand même l'aspect plus d'équilibre, justement, rapidement chez l'enfant. Fait que un ou l'autre, là, la draisienne, là, au vélo d'équilibre qu'on appelle, on va dire vers 2-3 ans. Là, dans le fond, la grande phrase va être quand l'enfant est prêt, mais de se dire... Vous allez le voir de toute façon s'il est prêt ou pas quand vous allez lui montrer. C'est ça. On peut le laisser disponible puis voir un peu qu'est-ce que l'enfant a envie de faire avec ça. Clara, 2 ans et demi, va courir vite sur un terrain plat, va peut-être encore trébucher là, si elle essaie de faire son sprint avec des petits trous dans le gazon. Elle va pouvoir marcher sur la pointe des pieds, que son éducatrice remarque, donc un meilleur contrôle au niveau des chevilles. Elle va maintenant sauter, mais atterrir aussi à pieds joints, donc vraiment avec un atterrissage qui est plus contrôlé. Et, lancer la balle avec un lancer qui commence à ressembler aux joueurs de baseball, là. Donc, un petit peu plus au-dessus de la tête que simplement de la softball. Donc, voilà pour le 2 ans et demi. Clara, 3 ans.
Donc, elle monte maintenant les escaliers sans s'appuyer et en alternant. Donc, les escaliers sont quand même une très bonne façon là, rapide de voir un peu où l'enfant est rendu dans son... C'est très global, là. On a besoin d'équilibre, de force du tronc, de force des jambes, de proprioception dans l'espace. Alors, les escaliers nous amènent une foule d'informations là, pertinentes à ce niveau-là. Aux 3 ans, on peut voir Clara commencer à prendre un peu d'appui unipodal, donc équilibre sur un pied. Alors, ça va être plus facile pour elle là, de s'habiller debout, de mettre ses bottes et de maintenir là, un certain temps. On peut parler d'un 3 secondes. J'avais déjà entendu la règle 1 seconde par année d'âge. Ça peut donner un petit repère. Ça va être facile pour elle de jouer au ballon et de l'attraper maintenant. Donc, il y a un retour possible à ce moment-là. C'est bidirectionnel. Le vélo d'équilibre, encore une fois, comme on parlait tantôt. Ce qui est intéressant, les jeux de parc, fait que, bien sûr, ça peut arriver avant et un petit peu après, mais de voir l'enfant qui est capable d'analyser le module, de réussir à s'engager dans le jeu, d'avoir des bonnes prises, un sens de l'équilibre, qui peut ensuite glisser là, sans aussi tomber sur le dos, par exemple, là, ou sur les côtés, donc avoir ce contrôle-là là, au niveau du tronc. À 4 ans, donc, Clara est rendue capable de faire des marches un petit peu plus spécialisées. Tantôt, on parlait sur la pointe des pieds. Là, je peux aller marcher sur les talons. Donc, encore une fois, c'est un bon challenge pour l'équilibre là, de marcher comme ça. On pourrait la voir faire des petits sauts rapides là, sur la pointe des pieds, alors qu'elle a plus de force à ce niveau-là. Sauter sur un pied aussi, qui est quand même, vous laisserez à la maison là, comme adulte. Oui. C'est pas tous les patients là, qu'on voit à l'âge adulte qui ont cette facilité-là. Fait que c'est sûr que pour les enfants en émergence au niveau du développement, c'est nécessaire. Puis on peut le voir apparaître à cet âge-là. Clara, à 4 ans, commence à anticiper aussi quand elle joue au ballon, à se déplacer pour recevoir la passe ou attraper. Donc, c'est un peu là qu'on peut voir l'apparition plus franche ou plus facile là, des sports d'équipe. Donc, on voit là, je pense, dans mon coin, les Timbits, là, les joueurs de soccer. Je pense que ça commence à ça, 3 ou 4 ans. Oui, à peu près, je pense. 4 ans, il me semble. Là, fait on a là, les sports d'équipe là, qui émergent tranquillement. On peut penser à la bicyclette avec les roues stabilisatrices. Donc, je dirige, je pédale, je garde mon équilibre à un certain point. Certains enfants auront déjà la capacité de se déplacer à vélo, mais on peut s'attendre à ça. Puis, je finis avec la Clara, 5 ans, juste avant de rentrer là, à faire son entrée. C'est ça, son entrée scolaire. Donc, son éducatrice qui l'a suivi tout au long de son parcours là, remarque, dans le fond, qu'elle peaufine là, les acquisitions qu'elle a pu faire dans son 0-5 ans. Donc, tout est plus fluide, tout est plus facile aussi, moins énergivore. On va souvent parler de ce concept-là en physiothérapie. Si chaque activité nécessite une grande quantité d'énergie, bien, je peux la répéter moins souvent dans ma journée. Donc, plus ça devient efficace, moins c'est énergivore, pardon. Elle peut aussi commencer à dribbler, mieux manipuler le ballon. On a parlé du vélo autonome aussi. Tantôt, je parlais de gambader. Donc, c'est là que ça peut arriver là, dans ces eaux-là, là, autour du 5 ans, là, pour notre Clara, patiente fictive ou enfant fictive dont on a parlé. Bien, c'est des belles histoires que tu nous racontais dessus, là. Je sais que ça t'inquiétait un petit peu, là, mais c'était vraiment pertinent, c'était intéressant. Tu rendu ça léger, là. C'était mon objectif. Clara et Émile, on a bien suivi leur développement, puis ça nous a grandement pisté, nous aussi. Donc, tu as bien réussi là, la charge plus théorique de l'épisode. J'aimerais bien, Camille, juste avant qu'on poursuive, donner, dans le fond, quelques références. Oui, absolument. Pour, justement, j'ai pas nommé ce terme-là beaucoup, mais c'est, dans le fond, des jalons du développement moteur là, je viens de vous présenter. Puis, au-delà de ce que j'ai nommé aujourd'hui, dans le fond, j'aimerais ça vous donner des sources de références qui sont de qualité. Donc, il y a Sainte-Justine qui donne beaucoup de matériel si vous allez fouiller sur leur site Internet. J'ai trouvé là, récemment un petit tableau qui résumait, dans le fond, toutes les sphères du développement global. Donc, pas juste moteur, mais pour donner une idée, ça tenait sur une page de 0 à 6 ans pour chacune des sphères. J'ai trouvé ça très condensé, facile à garder sous la main. Donc, c'est une belle référence. Sinon, j'aime beaucoup, beaucoup Naître et grandir. Donc, j'imagine que, tu sais, la plupart, on le connaît, mais
N'hésitez pas à y aller, parce que je le trouve très interactif, là, aussi, leur site, là. On peut aller chercher par âge, on peut même l'écouter au lieu de le lire. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Puis, il donne beaucoup, ce que j'aime, c'est des outils. Donc, si vous détectez par votre lecture qu'il y a un petit enjeu à quelque part, bien, il y a des pistes de solutions sur comment jouer avec notre enfant, comment aborder certains aspects. Donc, bref, je l'aime bien, celle-là aussi. Il y a toujours le mieux vivre qu'on reçoit là, à la naissance de bébé, lors de notre grossesse, en fait. Une petite bible, un peu. C'est ça. Fait que dans le 0-2... Eux autres, ils abordent plus le 0-2 ans. Oui. Donc, ça peut être une belle référence. Puis sinon, je laisserai à Camille là, aussi 2 livres là, que j'aime bien utiliser à la clinique qui peuvent être intéressants. Fait que, je vais toutes mettre ces références-là dans le barre de description de l'épisode. Donc, si vous voulez aller vous y référer, là, ça sera super simple pour vous y avoir accès. Bien, écoute, merci, Karianne, pour ce volet-là qui a été plus, comme j'ai dit tantôt, le théorique. C'est sûr que là, ce qu'on veut aller maintenant, là, j'entends déjà les gens, mais qu'est-ce qu'on fait si on s'inquiète? Tu sais, quand il faut s'inquiéter du développement moteur, mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause publicitaire et on va revenir à la suite. Et là, on va vraiment en plus entrer dans le quand s'inquiéter, quoi faire si on s'inquiète. Donc, je vous laisse sur ce pour l'instant. À l'écoute de la petite enfance. À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Vous êtes avec Camille et Karianne, physiothérapeutes. Et juste avant la pause, là, on avait parlé un peu plus du développement moteur de l'enfant de 0 à 5 ans. Mais là, on voudrait se pencher sur, en fait, quand il faut s'inquiéter. C'est quoi les signaux qui me font comme, peut-être que je devrais aller consulter. Oui, donc c'est ça, avec tout ce qu'on vient de discuter au niveau un peu des étapes, des jalons moteurs attendus. Je trouve que ça fait une belle référence aux parents. Tu sais, dans le 0-5 ans, ici, on passe des choses dans toutes les sphères du développement. C'est normal d'être perdu un peu, de pas trop savoir qu'est-ce qui est la normalité. On peut avoir aucun enfant dans notre entourage. Tu sais, on élève un premier tout petit, ou à l'inverse, il y en a une panoplie autour de nous, puis là, on sait plus qu'est-ce qui est normal ou pas. Puis là, on se compare. Puis là, c'est ça, la fameuse comparaison. Fait que je pense que la première des choses, tu sais, pour un peu se donner des repères, avoir des sources de référence qui sont fiables. C'est pour ça, tantôt, j'ai pris la peine de vous en donner quelques-unes. Il en existe plusieurs autres. Donc, vraiment de se référer à une source qui est fiable pour déjà avoir un petit peu une tangente à se dire, bien, est-ce que oui ou non, là, c'est valide? Bon, est-ce que j'ai comme inquiétude, dans le fond? Fait que ça serait la première des choses. Sinon, c'est sûr que je vais vous donner, tu sais, quelques grandes lignes. Il y a quand même des choses qu'on surveille plus assidûment, qui sont un peu plus clairement définies. Donc, c'est sûr que si on prend l'enfant, 0-6 mois, on va avoir tout ce qui est les asymétries. Donc, on entend souvent parler d'un torticolis congénital, de la tête plate dans ces âges-là. Donc, ça, c'est une raison de consultation qui est de plus en plus répandue parce que les gens sont mieux informés, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on veut surveiller. Donc, un enfant qui regarde plus d'un côté que l'autre et de façon franche, là, ou chez un tout petit, on peut même penser à une maman qui allaite puis qui remarque qu'il y a un sein qui est plus apprécié ou à l'inverse que l'autre, l'enfant est réticent à le prendre. Donc, est-ce que ça pourrait être parce qu'il y a une certaine diminution de mobilité dans son cou? Tu sais, là, je pousse un petit peu plus loin, mais ça peut être des signes à surveiller là, chez les tout petits. Sinon, c'est sûr, si on pense à la plagiocéphalie, comme je le mets tantôt, une tête plate va être une raison de consultation aussi. Puis, on va parler beaucoup du ventral. Donc, si vous trouvez que votre enfant ou l'enfant que vous observez manque de redressement sur le ventre, donc c'est difficile pour lui ces périodes sur le ventre. Donc, ça va être comme des grandes lignes là, qu'on peut observer puis qui peuvent nous amener à se questionner puis à consulter à ce niveau-là. Puis là, je parle de consulter en physiothérapie dans ce cadre-là. Là. Moi, c'est sûr c'est cette notion-là que je vais vous amener aujourd'hui. Donc, c'est des aspects sur lesquels on peut intervenir. Dans le 6-12 mois, je dirais un bon aspect, un bon jalon moteur qu'on veut surveiller, c'est la roulade. Donc, l'acquisition de la roulade se fait autour de 6 mois. Si votre enfant est rendu à 7, 8, 9 mois, il ne roule pas, tu sais, oui, on veut consulter.
Toujours la symétrie, ça persiste, ce critère-là. Un enfant ne devrait pas être dominant, droitier ou gaucher là, avant l'âge de 2 ans environ. Et ça va être quelque chose qui va évoluer dans le temps. Donc, c'est pas normal qu'un enfant de 9 mois, vous observez que c'est toujours... il roule d'un côté, il utilise toujours la même main, il est toujours tourné la tête d'un côté. Bref, vous voyez un petit peu où je m'en vais avec ça. Oui. Sinon, on peut penser dans le 6-12 mois, les déplacements à 4 pattes, on en a parlé tantôt. Oui. C'est un jalon moteur aussi qu'on souhaite voir apparaître. Donc, un enfant qui ne se déplace pas finalement, là, qui approche du 1 an puis il n'y a pas de déplacement autonome, c'est une raison de consultation. Un enfant qui se déplace aussi sur les fesses, donc on peut voir ça. Donc, c'est pas dans le développement neurotypique. L'enfant, pourquoi il se déplace sur les fesses? C'est parce qu'il y a des enjeux ailleurs qu'il faut aller creuser pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que c'est la façon la plus simple pour lui de se déplacer, alors que quand on y pense, c'est assez complexe, là. C'est pas optimal. Mais il y a des enfants qui vont bien se débrouiller comme ça, puis on veut juste aller comprendre pourquoi en dessous pour finalement que nos fondations de base soient bien solides. Aussi, un enfant qui ne se lèverait pas debout, là, par exemple, qui est 12 mois et au-delà. Donc, si je poursuis avec la tranche d'âge de 18 mois, une chose qu'on veut surveiller, en fait, qui va nous parler beaucoup, c'est l'acquisition de la marche. Donc, c'est sûr qu'on avait parlé tantôt, là, dans les tranches d'âge 12-18 mois, il y en a qui sont un peu plus précoces que ça, là, aussi, au niveau de nos marcheurs, mais on veut que ça apparaisse là, dans ces âges-là également. Au-delà de ça, comme je le mets tantôt dans le 2 ans et plus, c'est le spectre se diversifie, c'est varié, la normalité, entre guillemets, est très vaste, donc ça devient difficile un peu de donner des lignes directrices, mais quand même, encore là, on peut se référer un peu aux ressources dont on parlait tantôt, puis aller voir, mon enfant saute pas, il a quel âge, ça fait-tu du sens, est-ce que je suis inquiète d'autres choses aussi, là? Parce qu'on parlait au tout début, oui, il y a le développement moteur global, mais il y a toutes les autres sphères du développement. Fait que c'est sûr que si j'ai plusieurs inquiétudes dans plusieurs sphères, ça va peut-être m'amener à poser des questions plus rapidement là, aussi. En effet. Je pense que dans le 2 ans et plus, je peux vous en donner peut-être quelques-uns, là, mais un enfant qui trébuche, qui est maladroit, qui tombe souvent aussi, ça peut être un petit signe à surveiller. Un enfant dont les éducatrices rapporteraient que c'est dur de suivre le groupe, je pense que c'est quelque chose qui est détecté et qui va être mentionné aux parents. Un enfant, il n'est pas censé être fatigué à marcher là, dans une distance raisonnable. Là. Exact. C'était ça mon point, un peu l'endurance qui est limitée, qui présente des enjeux à ce niveau-là. Fait que ça fait un peu état dans le 2 ans et plus, 2-5 ans, là, ce que je pourrais vous mentionner de surveiller. Puis là, je parle beaucoup, dans le fond, de venir, d'avoir une consultation en physiothérapie pour avoir une évaluation, mais au-delà de ça, la physiothérapie, de nos jours, c'est facilement accessible. Là. Il y a plusieurs cliniques au privé, on n'a pas besoin de référence nécessairement, on peut aller cogner à la porte directement, mais sinon, c'est d'en parler aussi aux professionnels qui sont déjà impliqués auprès de votre enfant. Il y a le médecin de famille, il y a les infirmières là, praticiennes, il y a aussi, dans le fond, justement, les éducatrices qui sont une belle ressource pour justement observer avec vous puis voir un peu, avoir leur pouls là, sur vos inquiétudes. Mais sachez que quand on a des inquiétudes parentales, c'est quand même une raison de consultation en soi. Au-delà de ce que je viens de tout vous nommer, on veut le prendre en considération, puis on veut pas négliger ça quand on vient consulter. Là. Puis tant mieux si finalement, c'était pas nécessairement un retard qui était détecté, mais peut-être que vous allez quand même ressortir avec des activités, des exercices, des interventions à faire avec l'enfant qui va juste venir bonifier là, ce qui a déjà été entamé à la maison. Puis juste pour notre sérénité, je pense, notre paix intérieure. Des fois, quand on s'en fait, quand on n'est pas sûr, bien, je pense que c'est mieux d'aller voir que de dire « Ah, j'aurais dû aller voir avant ». Vraiment, vraiment. Puis c'est ce que je mentionne à la clinique, quand des parents arrivent inquiets puis ils se disent « Je sais pas si j'aurais dû consulter », mais je leur réponds ça. Là, au final, vous repartez dans le meilleur des mondes, vous repartez rassurés. Puis non, c'est ça. Après ça, vous poserez pas la question pendant des mois à venir si vous auriez dû. Puis tant mieux, tu sais. Au final, là, tant mieux si vous repartez, puis vous avez simplement gagné des outils, puis vous êtes rassuré. Exactement. Puis, mon dernier point, Camille, avec ça serait, en fait,
je dirais, une des choses là, vraiment à observer chez nos enfants. Si jamais vous détectez qu'il y a une régression dans un acquis, ça, c'est sûr que c'est une source de consultation rapide là, que je voulais mentionner, dans le sens qu'un enfant ne devrait pas régresser dans son développement moteur. Là. Je vais parler pour la sphère du développement que je connais la mieux, mais c'est ça. Puis là, je parle pas de « il y a un nouveau-né dans la famille, puis là, j'ai décidé de marcher à 4 pattes, ou j'ai une réaction », mais une perte d'un acquis qui était là antérieurement. Là. OK. Sans explication, si je peux dire. Bien, c'est des beaux points de repère. Donc ici, je résume là, vraiment dans le 0-18 mois, c'est là qu'on a plus un peu des points de repère un peu plus fixes dans le temps. Comme on parlait là, du 4 pattes, si ça n'arrive pas, le tourner sur soi-même, le début de la marche, c'est vraiment des moments clés qu'on peut observer. Puis si jamais on va détecter des difficultés, puis au niveau du 2 ans et plus, là, bien, c'est vraiment de se référer là, au continuum un peu présenté dans l'épisode. Oui. Puis, justement, tu nous as pissé aussi quand les consulter, que c'était accessible là, comme dans une clinique privée comme vous, chez Physiothérapie, là, Marie-Ève Bergeron. Mais vous êtes spécialisée, vous, là, en pédiatrie et en rééducation périnéale. Puis, c'est quoi exactement les services que vous offrez là, pour les enfants? Et si tu peux me nommer aussi des problématiques, qu'est-ce que vous observez le plus dans la clientèle 0,5 chez vous? Oui, parfait. Donc, dans le 0-5 ans, on voit une clientèle qui est assez diversifiée. J'en ai parlé un petit peu au fur et à mesure, mais si on fait une petite version condensée de tout ça, c'est sûr qu'on va voir chez les tout-petits des cas d'allaitement, des cas aussi de plagiocéphalie, de torticolis congénitale. On va avoir les retards de développement moteur aussi. On va aussi voir des troubles de démarche. Donc, un enfant plus vieux là, qui pourrait avoir une démarche atypique, les parents ont des inquiétudes sur sa démarche, sur sa course. On va voir des enfants aussi en lien un peu avec le retard de développement, qui sont nommés un peu hypotoniques ou qui peuvent avoir comme une petite condition d'hyperlaxité. Donc, c'est des choses qu'on voit souvent, qui sont asymétriques dans leur développement moteur, comme on mentionnait tantôt. Aussi des cas d'orthopédie. Donc, tu sais, un enfant qui a eu une fracture au niveau du fémur, par exemple, là, je peux penser à ça. Bien, ils vont pouvoir venir consulter après ça à la clinique là, pour faire finalement une rééducation au niveau moteur. On a aussi des cas de douleurs. Tu sais, ça peut arriver à un enfant qui présente des douleurs qui sont rapportées aux parents. Puis, tu sais, c'est toujours pour nous une question de dépistage après ça pour savoir, comme on est une porte d'entrée qui est maintenant accessible directement, bien, de s'assurer qu'on dépiste bien puis qu'on réfère aux besoins après ça. Là, si jamais les parents ne sont pas venus voir la bonne personne, là, de les référer. Donc, vous pouvez référer, par exemple, au médecin, au physiatre dans certains cas? Nous, on peut référer au médecin, pas directement au physiatre. Okay. Par la suite, c'est le médecin qui réfère au physiatre là, dans certains cas, ou qui peut référer au pédiatre ou au neuropédiatre. Tu sais, on peut enclencher ce processus-là, dans le fond. Fait que ça ressemble pas mal à ça, la clientèle pédiatrique là, qu'on peut trouver à la clinique. Mais c'est super. Puis, si on y allait, les services généraux, parce que vous offrez, oui, la physiothérapie, mais vous avez aussi d'autres volets. Donc oui, effectivement, Camille, à la clinique, on a développé les cours périnataux, que ça se nomme. C'est des cours qui ont été développés depuis près de 3 ans là, par mes collègues, Joanie Lafrenière, qui est technologue en physiothérapie, puis par Marie-Ève Bergeron, physiothérapeute. Donc, j'ai embarqué dans le projet là, à mon arrivée à la clinique. Puis c'est des cours, dans le fond, qui ont pour objectif la promotion de la santé, de donner de l'information de qualité là, aux mamans et bébés là, qui participent aux cours. Donc, c'est des cours qu'on offre dans le 4-12 mois, dans le 12-24 mois, principalement. Puis, c'est un gros projet. Puis, en ce moment, on est en train de travailler à, justement, faire grossir ce projet-là. Donc, on est en train de faire des partenariats avec d'autres cliniques au Québec là, pour que le projet se poursuive. Fait que, tu sais, c'est vraiment un peu comme aujourd'hui le podcast. L'objectif, à mes yeux, moi, c'est de pouvoir transmettre de l'information de qualité aux parents, aux intervenants, là, au niveau du développement moteur de bébé. Bien là, ça, c'est notre façon à nous de nous impliquer dans la communauté d'une façon différente là, que ce qu'on connaît comme conventionnellement en clinique privée. Là. Oui, puis moi, dans le fond, j'ai fait il y a comme 2 niveaux là, au 4-12 mois. J'ai fait les 2 avec mon coco, puis c'est vraiment bien. Il y a vraiment comme le volet sur le développement moteur de l'enfant, mais il y a aussi vraiment un volet pour, justement, le parent accompagnateur, un peu la rééducation périnéale. Oui. Périnéale, oui, c'est ça. On voit que c'est pas mon domaine.
Aussi avec la maman après, puis on fait des exercices dans l'eau pendant que les enfants sont dans des flottes. Donc, j'ai vraiment adoré l'expérience là, avec Coco. Ah, mais je suis contente de l'entendre, merci. Mais non, mais c'est vrai, là. Tu sais, je l'aurais pas dit sinon. Puis sinon, toi, est-ce que tu as d'autres projets en lien avec la physiothérapie, que ce soit à la clinique ou personnel, là, en lien avec la physiothérapie? Oui, bien, en fait, personnellement, là, c'est sûr, je continue tout ce qui est mes formations au niveau de la pédiatrie, mais je vais entamer un gros cours là, à l'automne avec l'Université de Montréal. C'est un nouveau cours qui est arrivé au Québec, je pense que ça fait 2 ou 3 ans. Là. Okay. C'est comme ça s'appelle pas comme ça, là, c'est pas un micro-programme, mais ça pourrait être un petit peu une équivalence en pédiatrie, ce qu'on n'avait pas avant au Québec. OK, wow! Et que ça, c'est mon gros projet 2024-2025 qui s'en vient. Puis sinon, bien, de continuer d'accompagner les familles autant à la clinique que dans les cours de groupe qu'on développe. Puis je pense que c'est de poursuivre ma passion tout en restant à jour, qui est mon objectif actuel. Mais écoute, c'est des beaux objectifs. Oui, c'est ça. Donc, je les salue. Ben merci, Karianne, en fait, de ton passage à l'émission. Là, c'est vraiment ce qui vient englober là, toute la portion qu'on pouvait peut-être avoir un peu plus au niveau du développement moteur de l'enfant. Puis, comme je t'ai dit, là, en fait, comme j'ai dit plus tôt, toutes les références que tu as nommées, je vais les mettre là, à la disposition des familles. En fait, n'importe qui va écouter le podcast, les liens vont être en description. Tu as bien réussi là, ton baptême du balado là, avec brio même. Merci pour ta présence et pour ton expertise. Mais merci énormément à toi, Camille, pour l'accueil. Ça a été vraiment agréable. Bien, merci. Donc, j'en profite aussi pour vous mentionner que la semaine prochaine, ça va être une podiatre qui va venir sur le balado. Donc, elle va vous donner aussi des petits trucs. Donc, l'épisode là, va vraiment venir compléter celui d'aujourd'hui. Donc, je vous invite là, à rester à l'affût. Et tout comme mes invités là, précédentes, Karianne a reçu un petit paquet cadeau de la part de la savonnerie artisanale Jadis. Donc, on les salue encore une fois. Et je remercie aussi le studio du Sifu 89.1 FM de me permettre de réaliser ce projet. Et le dernier remerciement va aux auditeurs. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires constructifs, des suggestions, des retours sur comment vous avez trouvé l'épisode. Tout se dit positif comme négatif, tout est dans la manière de dire. Vous pouvez là, aller suivre le balado sur les différentes plateformes. Le lien vers celle-ci se retrouve en description. Merci. À l'écoute de la petite enfance.